Bonjour à tous. Bonjour, cher camarade, cher Dominique. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui pour un nouveau webinaire X sur la crise du Covid-19. Alors, je vais te présenter très rapidement. Donc, tu es un polytechnicien, tu es senior advisor d'Ardian et tu es président de France Invest, qui est l'association qui représente le capital investissement en France. Alors, on est très heureux de t'entendre aujourd'hui pour que tu nous parles des actions du capital investissement dans le contexte de cette crise et notamment avec un élément d'actualité dans ces derniers jours. On lit de plus en plus des articles, des questions sur comment vont se passer les restructurations d'entreprises dans les prochains mois, prochains trimestres, voire prochaines années. La répartition entre le rôle du secteur privé, des acteurs publics. Voilà, donc ça, c'est notamment un des sujets sur lesquels on sera heureux de t'entendre. Donc, je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes de propos introductifs avant qu'on procède aux questions-réponses avec les participants. Voilà, c'est à toi, Dominique. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Comme je ne sais pas exactement à qui je m'adresse en termes de connaissance de ce que c'est que le capital investissement français, si vous en êtes d'accord, avant de plonger sur les effets de la crise, sur les sociétés que nous soutenons, peut-être dire deux mots sur Ardian d'abord et puis sur France Invest ensuite, sur Ardian très brièvement, puisque j'ai été au tout démarrage de cette aventure. Ardian, c'est l'ancien, enfin c'est le nouveau nom depuis 5 ans d'AXA Private Equity, la filiale d'AXA à l'époque, qui a été créée en 96-97 par Dominique Sinépier. Moi, j'ai rejoint, on était 2 ou 3. Et maintenant, c'est un acteur qui est le premier européen en alternative, private equity, infrastructure, dette privée et un peu d'immobilier maintenant. C'est le premier européen, le 6e mondial. Et ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils avaient atteint les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc, vraiment un très gros acteur, très loin devant le numéro 2, qui est un Suisse qui s'appelle Partners Group. Voilà sur Ardian. Et la force d'Ardian, c'est que Ardian s'est progressivement développé sur toutes les classes d'actifs de l'alternative, c'est-à-dire, comme je vous le disais, du capital risque, du capital développement, du LBO, petit, moyen, gros, de l'infrastructure, de la dette privée, et donc un peu d'immobilier maintenant, du co-investissement, du fonds primaire et du fonds de fonds. Et voilà. Et donc, ça nous rend, très résistant dans des crises, puisqu'on a une diversité des fonds et des stratégies. Et puis, 2, c'est que vous savez que le nerf de la guerre dans ce métier, comme dans beaucoup d'autres, c'est de trouver de l'argent à investir. Donc, à une certaine époque, je suis passé mon temps à faire le tour de la planète pour aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels, que ce soit des fonds de retraite, des fonds de pension, des fonds souverains, des familles riches, etc. Et donc, d'avoir un acteur multistratégie qui a la capacité de proposer à des investisseurs de ce type-là un portefeuille diversifié d'allocations en private equity, c'est une grande force. Et puis, la force d'un marque est aussi importante, puisqu'il y a un facteur à la fois de consolidation autour de certains gros acteurs américains et donc européens, et puis la renaissance sur certaines niches de nouvelles expertises, et je reviendrai tout à l'heure. Voilà, je ferme la parenthèse sur Ardian, mais on peut faire cocorico quand même, parce que c'est dans ce métier de la classe d'actifs alternative, c'est archi dominé par des Américains que sont Carlyle, Blackstone, KKR, bien sûr, TPG, Apollo. Et voilà, et donc c'est bien d'avoir un acteur français, premier européen du secteur. France Invest maintenant. France Invest, c'est là aussi une association qui a changé de nom il y a 2 ans, qui s'appelait avant la FIC. Alors la FIC, c'était un nom tellement compliqué que quand on discute avec un député ou un journaliste, le temps qu'on existe, qu'on faisait, l'interview était déjà terminée. Et donc, on l'a transformé en France Invest, qui nous semble un tout petit peu plus self-explanatory. Et France Invest, en fait, c'est l'association française qui regroupe les 325 acteurs actifs en France dans le capital investissement, infrastructure et dette privée. Voilà, donc c'est une force de frappe assez considérable. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais les membres de France Invest ont investi dans environ 8000 sociétés, dont presque 7000 en France, le reste est en Europe. Sur ces 8000 sociétés, il y en a à peu près 14% qui sont des startups
il y en a à peu près les 2 tiers qui sont des PME et 20-21% qui sont des ETI. Évidemment, on n'a pas ou quasiment pas de grandes entreprises puisque c'est en dehors de notre scope d'intervention. Alors certains, comme je viens de vous l'indiquer pour Allianz, sont multi-stratégies, d'autres sont spécialisés sur le venture, sur le capital développement, sur le buyout ou sur l'infrastructure. En termes de force de frappe aussi, c'est pour vous donner un ordre d'idée, enfin un ordre de grandeur. En 2019, ont été levés par ces 325 acteurs du capital d'investissement, ont été levés 40,7 milliards d'euros. C'est quand même assez considérable, hein, plus de 40 milliards d'euros, dont la moitié, 20,9, ont été levés en capital d'investissement stricto sensu, c'est-à-dire prise de participation minoritaire, majoritaire au capital de société. Disons 8-9 en dette privée d'entreprise ou dette privée d'infrastructure, et puis presque 10 en capital dans les projets d'infrastructure, brownfield ou greenfield. Brownfield, c'est quand l'acteur investit dans des entités qui sont déjà existantes, des aéroports, des autoroutes, et greenfield, c'est quand il finance la construction de nouvelles infrastructures, réseaux téléphoniques, câbles d'énergie, panneaux solaires, fermes solaires, etc. Voilà. Et puis en termes d'investissement, je vous disais un peu plus de 40 milliards levés. Cet argent, quand il est levé, il doit être déployé sur en moyenne 5-6 ans. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle de la poudre sèche dans notre jargon, hein, c'est-à-dire de l'argent qui est prêt, qui est comité, certain, et que l'investisseur appelle au fur et à mesure de ses besoins chaque fois qu'il trouve des opportunités d'investissement. Et le pendant de ça, c'est l'argent qui est investi chaque année. Eh bien, c'est à peu près les mêmes montants, puisqu'en 2019, 37,9 milliards ont été investis, dont 19 milliards en capital investissement, 7,7 milliards en dette privée et 10,9 milliards en infrastructure. Et l'infrastructure, c'est peut-être un petit mot là-dessus. C'est une classe d'actifs relativement nouvelle qui a émergé il y a une dizaine d'années. Avant, à part quelques acteurs en Australie, il n'y avait pas d'infrastructure, pas de fonds d'infrastructure. Et puis, peut-être le caractère centralisé, ministère de l'équipement, direction départementale de l'équipement, école d'ingénieurs. Je pense qu'il y a un tropisme français de l'infrastructure avec quelques grosses équipes et quelques gros fonds d'infrastructure en France. Et on est de loin de la concentration en termes de nombre d'acteurs d'infrastructure importants. Il y en a 3 ou 4 qui lèvent des fonds de plusieurs milliards régulièrement. Voilà un petit peu les quelques chiffres que je voulais vous donner sur le poids que représente France Invest. Alors maintenant, qu'est-ce que fait France Invest? En fait, c'est une activité première en dehors de période de crise, évidemment. C'est une activité première, c'est une activité de lobbying pour améliorer l'écosystème dans lequel nous pouvons travailler. Donc, nous sommes très actifs pour faire passer des amendements. On a essayé de les faire passer lors des PLF, des projets de loi de finances, lors de la loi Pacte. On a fait passer toute une série d'éléments qui sont tout à fait moteurs pour notre industrie. Voilà. Donc, on passe notre temps à aller démarcher des députés de la Commission des finances, à Bercy, à Matignon, à l'Élysée, les conseillers économiques, en leur disant voilà tout le bien que nous faisons collectivement en tant que groupement en termes de création d'emplois. Juste pour vous citer un chiffre, le capital d'investissement français en croissance organique d'emplois des sociétés qui sont financées par nous sur 5 ans, 2013-2018, c'est 360 000 emplois qui ont été créés net des éventuels licenciements et sans compter les agrégations liées à des croissances externes complémentaires. C'est juste la croissance organique des boîtes. Alors évidemment, il y a un biais, c'est qu'on soutient des boîtes en croissance, donc qui ont vocation naturellement à augmenter de taille et augmenter de force de frappe en termes de salariés. Mais c'est aussi qu'on est des accélérateurs de croissance qui fait qu'elles recrutent plus de gens que si elles étaient laissées toutes seules sans notre appui. Voilà, donc cette activité de lobbying est très important. Pour vous donner les quelques sujets sur lesquels on a travaillé depuis que j'en ai pris la présidence, dans ce ordre-là, on a fait passer juste avant la crise, on a fait signer par 80% de nos membres une charte d'engagement
une trentaine d'engagements très forts sur la parité, pour améliorer la parité dans un métier d'investissement qui est assez en retard sur ce plan-là, en particulier pour les personnes seniors dans les équipes d'investissement, et puis aussi pour augmenter la parité dans les COMEX et les CODIR des sociétés que nous soutenons. Voilà, donc on va mesurer ça chaque année, mais en tout cas, avec ces 80% de membres signataires, on pense qu'on va faire progresser fortement, j'espère, sur ce canal. De la même façon, dans la loi Pacte, on avait fait passer un mécanisme fiscal attractif qui permettait à tout actionnaire, et en particulier aux actionnaires financiers, qui décident de partager une partie de la plus-value qu'ils génèrent sur une opération d'investissement avec les salariés français. Et ben, on peut le faire maintenant fiscalement de façon attractive sans que le salarié ait besoin d'être actionnaire. Voilà, donc il n'est pas en risque d'actionnariat. Alors, il y a d'autres mécanismes si on veut le rendre actionnaire, mais c'est un mécanisme additionnel qui commence à se mettre en place dans telle ou telle opération et qui permet à un salarié d'être actionnaire. Nous considérons en termes de com, c'est très bon pour notre image, bien sûr, mais aussi qu'il y a un alignement d'intérêts, c'est-à-dire que si les salariés savent que l'opération d'investissement se passe bien, il en bénéficiera avec des montants substantiels à la sortie de l'investisseur, et ben ça les fait tirer dans le même sens que nous. Voilà pour vous dire un petit peu ce que fait France Invest. Et puis alors on a un sujet énorme de communication vis-à-vis des journalistes, des députés, mais aussi des actionnaires familiaux. Alors je reviens sur ces trois points, c'est que souvent, et en période de crise, le risque, c'est que les fonds d'investissement soient amalgamés avec les fonds de hedge fund, soient considérés comme des fonds vautours, suceurs de sang des boîtes, qui sont payés grassement, qui sont court-termistes, avec tous ces préjugés qui se répètent d'année en année depuis 30 ans que je fais ce métier-là et qui ont la vie dure. Eh bien, comme Pénélope sur son métier à tisser ou Sisyphe sur son rocher, eh bien, je passe mon temps à dire que non, en fait, voilà, nous sommes des investisseurs de long terme, des accélérateurs de croissance. On n'est pas là pour emmerder les patrons des boîtes quand on rentre à leur capital en minoritaire. On est là pour les aider à franchir le pas, à faire une acquisition complémentaire qu'ils n'auraient pas eu le courage ou les moyens de faire seul, d'identifier seul, etc. On l'améliore sa gouvernance. Il ne se retrouve pas avec papa, maman, le frère et la sœur à faire le conseil de surveillance le dimanche pendant le repas dominical, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en avant, mais c'est un travail de Sisyphe, parce qu'il suffit qu'il y ait une affaire qui fasse la une dans les journaux et qui soit détenue par un fonds et qui est allé au tapis pour qu'on reparte 5 ans en arrière. Voilà. Pour vous citer un chiffre, on dit toujours que les fonds mettent beaucoup trop de dettes sur la tête des sociétés. On s'est amusé à évaluer la création de valeur dans les opérations de buy-out que nous faisons collectivement. On regarde comment cette création de valeur s'est faite entre l'attrait et la sortie. Eh bien, l'effet de levier, le L de leverage buy-out, de LBO, l'effet de levier ne contribue qu'à hauteur de 7% de la création de valeur. Donc, ce n'est pas parce qu'on met de la dette sur les épaules de la société que c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. On en gagne très, très marginalement. 7%, c'est très faible. L'essentiel se fait par la croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, et donc la croissance naturelle de la valorisation de la société, et puis par une amélioration, un arbitrage positif entre le multiple d'EBITDA que nous payons à l'entrée et le multiple d'EBITDA que nous obtenons quand nous revendons la société. Alors évidemment, c'est plus facile quand les marchés sont haussiers, mais c'est surtout la concrétisation qu'on aide des sociétés régionales à devenir des sociétés nationales à devenir européennes, voire mondiales, et donc elles créent de la valeur stratégique, et donc on peut les vendre sur un multiple plus élevé. Donc ça représente, ces deux phénomènes-là, ça représente 93% de la création de valeur. Donc vous voyez, il faut, et je fais ça tout le temps, il faut arriver à convaincre perpétuellement les actionnaires familiaux, les journalistes, les stakeholders de la société, les salariés dans les boîtes dans lesquelles intervient, que nous sommes là pour les aider à créer de la valeur, parce que c'est notre intérêt, donc c'est un intérêt bien compris, mais non pas là pour démembrer les boîtes, arrêter les capex, virer les gens, arrêter la R&D et revendre en morceaux une boîte segment par segment. C'est à des années-lumière de la façon dont nous faisons le métier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise, pendant les 8 semaines du confinement? Eh bien, d'abord, on a joué un rôle d'information très important, puisque les gérants
et les patrons des participations des sociétés de leur portefeuille étaient très demandeurs d'informations sur l'application du chômage partiel, sur la négociation des PGE. Vous avez entendu ce que c'est que les PGE, les prêts garantis par l'État à hauteur d'une enveloppe maximale de 300 milliards d'euros. Et bien, on leur a dit voilà comment il faut faire pour y avoir accès à ces procédures de chômage partiel, à ces procédures d'autorisation de prêt, les prêts à tout, les prêts rebonds de la BPI. Voilà. On a fait ça de façon systématique à travers des webinaires comme celui de ce soir. Et sur ces webinaires, on a été entre 500 et jusqu'à 1000 personnes sur ce webinaire. Donc, ça vous montre l'appétit d'information qui était dans les premières périodes du confinement. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est vraiment jouer le rôle de cheville ouvrière entre les problématiques qui nous remontaient du réseau, des boîtes, des secteurs, et puis Bercy et Matignon et l'AMF et la Fédération bancaire française et la médiation du crédit et la médiation de l'entreprise. Et je dois trouver que j'ai trouvé beaucoup d'écoute, en particulier de Bercy, qui a vraiment joué le jeu, qui était très à l'écoute, en particulier quand ils ont commencé à imaginer le déconfinement. Eh bien, on leur a envoyé des notes sectorielles pour leur dire sur tel ou tel secteur, ce qui nous remonte du réseau, c'est que ça pourrait se faire de façon intelligente en faisant ceci ou cela. Et avec, ça a eu de l'impact sur la façon dont ce déconfinement a été imaginé. Voilà, donc on a vraiment joué notre rôle là-dessus. Bon, ceci dit, les boîtes ont beaucoup souffert. Hein, mais je pense qu'on a fait un baromètre avec PwC quand on a sorti les conclusions ce matin à l'occasion d'une interview sur BFM Business et où on a interrogé des patrons de boîtes familiales ou soutenues par des fonds en leur demandant ce qu'ils avaient extrait comme information de la crise. Ce qui est assez intéressant, c'est que les trois quarts des dirigeants ont dit « Nous, on pense qu'on retrouvera un régime avant crise, tel qu'il était avant la crise, dans moins de 12 mois. » Eh bien, à 80%, les patrons des boîtes soutenues par des fonds disent « Nous, on pense qu'on retrouvera un étiage pré-crise dans moins de 6 mois. » Donc, ce n'est pas qu'ils sont sur des positionnements qui ont moins souffert, c'est simplement qu'avec l'aide de leurs actionnaires, ils considèrent certainement qu'ils ont une capacité de rebond plus forte, de saisir des opportunités intéressantes et donc de rebondir, d'être opérationnel plus vite. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les patrons de PME spécifiquement, quand on leur a demandé est-ce que ça va faire évoluer votre politique de M&A, de croissance externe, eh bien, c'est les patrons de PME qui, à 40%, ont dit nous, on veut être opportuniste et regarder des opérations de consolidation, alors que c'est plutôt 27% pour toutes les autres sociétés. Hein. Donc, sur les PME, sans doute parce que ces patrons-là se disaient on n'est pas équipé dans une période normale pour acheter nos concurrents parce qu'ils seront valorisés trop cher et qu'on est tout seul. Et donc, là, les prix des affaires vont quand même diminuer. Et donc, on est plus en mesure de saisir cette opportunité. Et donc, d'ailleurs, quand on leur posait la question si vous n'avez pas encore d'actionnaire financier, désireriez-vous avoir un actionnaire financier? C'est les patrons de PME là aussi et les patrons des boîtes industrielles qui, à 40% aussi, ont dit on a besoin d'un partenaire financier, sans doute parce qu'ils se sentent plus à l'aise pour saisir ces opportunités de croissance et de conciliation que s'ils étaient tout seuls. Voilà un petit peu ces efforts d'éducation du marché en termes de com à l'issue de cette crise. Alors, les membres de France Invest, moi, je les ai trouvés extrêmement réactifs, beaucoup plus qu'en 2008. Je pense que beaucoup ont des cheveux blancs comme moi et ont vécu les crises de 2008-2009, même si les causes, vous savez bien, étaient très, très différentes. Les conséquences en termes de mesures pour sauver le cash, par exemple, ont été prises très vite sous l'impulsion des actionnaires, parce que les actionnaires capitalisaient, un, sur l'expérience de ce qu'ils avaient vécu pendant la crise de 2008-2009, et puis deux, de ce qu'ils avaient aussi appris de l'expérience des autres boîtes de leur portefeuille. Donc, il y a un effet d'expérience de pool, de portfolio, dont ont bénéficié telle ou telle boîte de leur portefeuille, et ça, c'est vraiment très, très utile. Donc, j'ai été étonné de la réactivité immédiate de ces gérants pour aider les boîtes de leur portefeuille. Alors, il y a eu
jusqu'à présent, assez peu d'opérations de renforcement des fonds propres. Il y a eu quelques dossiers très difficiles dans des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile, dont d'ailleurs qu'on fait, pour certains, la une des échos, hein, comme Novares, par exemple, dans l'automobile, ou Mecachrome dans l'aéronautique, qui, elles, ont eu besoin d'avoir des fonds propres assez vite. Mais en dehors de ces quelques exemples dans des secteurs un peu sinistrés du fait de Covid, l'essentiel aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, a été de sécuriser pour les boîtes familiales ou les boîtes soutenues par des fonds d'ailleurs, de sécuriser ces fameux PGE, ces prêts garantis par l'État. Pour vous donner un chiffre que j'ai, au 30 avril, il y avait eu 343 000 PGE qui avaient été attribués pour un total de 54 milliards. Bon, l'essentiel en nombre, c'était à hauteur de 90% sur des TPE, évidemment. Mais par contre, en montant, c'était 50% sur des TPE et 35% sur des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les PME et les ETI. Voilà, donc c'est un véhicule qui a été massivement déployé. Les banques ont vraiment joué le jeu. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2% simplement de prêts qui ont été refusés. Et ce matin, j'avais quelqu'un du Crédit Agricole en ligne et il me disait qu'à la vue tout seul, à aujourd'hui, à ce matin, le Crédit Agricole avait distribué 150 000 PGE en 10 semaines. Ouais. Et comme il a à peu près 25% du marché de cette distribution de PGE, ça veut dire qu'il y a à peu près 600 000 PGE qui ont été déjà enclenchés pour un peu plus de 100 milliards d'euros. Pour être franc, je pense que la volumétrie globale finale que l'État avait annoncée au début de 300 milliards ne sera pas atteinte parce que toutes les demandes de PGE, elles sont maintenant plus ou moins dans les tiroirs. Une bonne partie a déjà été servie. Il y en a d'autres qui sont encore en cours d'instruction, mais je ne crois pas qu'on ira jusqu'à 300 milliards. Et c'est tant mieux, hein. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un besoin jusqu'à ces enveloppes-là. Mais enfin, ça a été un outil qui a vraiment joué son rôle. L'État l'a mis en place très vite. La BPI a remarquablement joué le jeu. Et puis les banques ont vraiment joué le jeu aussi. Voilà. Alors, quelle est la problématique maintenant? Et je voulais conclure là-dessus, c'est que depuis 3 ou 4 semaines, à la demande de Matignon et de Bercy d'ailleurs, mais on se serait auto-saisi du problème autrement, nous considérons que, je vous ai dit, il y a peu d'opérations de renforcement de fonds propres aujourd'hui, mais on pense qu'il va y en avoir beaucoup à partir de l'automne et en particulier à partir de Q1 2021, puisque ces PGE, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, la société a l'option, au bout d'1 an, de décider si elle le rembourse d'un seul coup, parce que finalement la crise de trésorerie est passée, ou si elle amortit sur 5 ans. Et ce qu'on voit bien, c'est que dans les documents contractuels qui ont été signés, c'est que les banques disent, au moment où il y a cette option de basculement, eh bien, c'est une clause de revoyure où les sociétés vont avoir la nécessité de montrer leur prévision de cash flow sur 3 ans pour assurer les banques sur le fait qu'ils portent 10% des risques de ces PGE. Vous savez qu'ils sont garantis par l'État à hauteur de 90% pour les PME et ETI. Et donc, il faut s'assurer pour les banques que ces 10% ne vont pas être passés en perte dans leur bilan à elles. Et donc, il est probable qu'à cette clause de revoyure, si les cash flows sont insuffisants pour couvrir l'amortissement des dettes historiques plus de ces dettes nouvelles, eh bien, il y aura des besoins de fonds propres qui seront importants, qui vont se matérialiser à ce moment-là. Et donc, nous, on a essayé de mettre en place un dispositif de place sur lequel on travaille d'arrache-pied, qu'on a calibré pour servir ces PME, ces ETI. Alors, peut-être que je me trompe de quelques milliards, mais on calibrait à 6 milliards de montants. Donc, c'est assez important, dont une grosse partie proviendrait des assureurs. Et donc, j'ai passé mon temps à appeler tous les assureurs pour les convaincre les uns après les autres de participer à ce mécanisme. Bon, je ne vous dis pas que c'est une simplicité biblique, hein. Et on a été en contact perpétuel avec Bercy et Élysée Matignon sur le sujet. Il y a d'autres mécanismes qui ont été annoncés dans la presse, qui sont un peu de nature différente, qui essaient de se structurer aussi. Mais ce que je voulais, et c'est pour ça qu'on a structuré ainsi, je voulais que ce soit un mécanisme de renforcement non pas en fonds propres, c'est-à-dire non pas en actions, mais en quasi-fonds propres. C'est-à-dire, ce qu'on a prévu, c'est de prendre des obligations convertibles qui ont l'avantage de ne pas être dilutives. C'est un contrat de 7-8 ans et la société aura l'option de rembourser ces obligations convertibles à n'importe quel moment pendant 7-8 ans. Et il y aura des BCA attachés pour améliorer la rentabilité du produit pour les investisseurs qui vont financer ce programme. Mais pour la société,
on ne voulait pas donner le sentiment aux dirigeants de ces boîtes familiales qu'on profitait de la crise et d'un moment ou d'une période où ils auraient la corde au cou pour renforcer leur bilan, de le faire en action sur des valorisations qui seraient forcément très pénalisantes parce que les valorisations vont être à la baisse, c'est certain. Donc, on leur dit, c'est quasi des fonds propres, c'est des quasi-fonds propres, ce n'est pas des fonds propres. Ça va vous aider, mais sera considéré par vos banquiers habituels comme des fonds propres en termes de juniorité. Voilà. Et le deuxième avantage que ça avait, c'est que pour les assureurs qui financeraient une partie de ce programme, la charge en capital au titre des Solvency 2 est plus faible que des actions. Et enfin, il y aura un taux d'intérêt payé cash à ces obligations convertibles. Et vous savez que pour qu'un assureur puisse mettre dans un fonds en euros ce type de produit, il faut qu'il ait un peu de rendement annuel pour servir le rendement auquel l'assuré attend. Voilà, donc on est en plein dans ce montage de ce produit-là, et ce produit serait attribué, si on arrive à le lever, à 25 opérateurs régionaux ou nationaux qui auraient vocation à déployer très vite dans au moins, ce qu'on vit, c'est 2000-2500 entreprises qui bénéficieraient de ce mécanisme dans les horizons de 24 mois. Donc, c'est très, très challenging, mais je pense que c'est absolument indispensable pour préserver, pour notre part, et y contribuer l'écosystème économique français. Voilà, j'ai été un petit peu long puisque je vois qu'il est 6h26, et donc je m'en excuse et je vous écoute pour les questions si vous en avez. Merci Dominique pour une introduction complète et passionnante. Alors, je vais te poser trois premières questions. Alors, première question, est-ce que, voilà, où tu en as déjà un petit peu parlé dans ton introduction, mais voilà, peut-être plus de détails sur, est-ce que tu vois des risques de rachat à bon compte de pépites françaises, notamment dans les secteurs stratégiques? Parce qu'on a vu qu'il y a des inquiétudes là-dessus. Deuxièmement, est-ce que tu as une idée de prévision de flux de levée de fonds sur l'année 2020? Est-ce qu'il y a la crise va complètement changer ce qu'on prévoyait, ou la tendance va être cassée, ou est-ce que tu as déjà une idée là-dessus? Et troisièmement, en lien aussi un peu avec la première question, est-ce que les fonds français, peut-être dans les phases d'amorçage ou les plus petits tickets, pourraient être des acteurs qui pourraient soutenir les relocalisations d'activités en France? On voit qu'on manquait de masse, d'appareils médicaux, etc. Et on voit certains qui disent qu'il faut relocaliser en France ou en Europe certaines productions qu'on importe de Chine, notamment. Est-ce que tu vois un rôle à jouer pour les fonds là-dessus? Voilà, je te laisse répondre à ça. Puis après, il y a Jean Salmona qui souhaitait te poser une question directement. Voilà, mais je te laisse répondre à ces trois premières questions d'abord. Merci Laurent. Alors, le rachat des pépites, moi j'ai beaucoup alerté les ministères là-dessus parce qu'on a vu dans la crise de 2008 que, en particulier pour les sociétés sous LBO qui avaient levé de la dette auprès de banques, auprès d'acteurs de dette privée ou qui avaient levé de la dette high yield qui, elle, est tradable sur les marchés tous les jours. Vous savez, eh bien, il y avait eu beaucoup de dettes qui avaient été très décotées pendant une certaine période, pas très longtemps, mais peut-être pendant 6-9 mois. Il y a des opérateurs spécifiques, et en particulier anglo-saxons, des hedge funds ou des fonds spécialisés de rachat de dettes décotées, qui s'étaient goinfrés à racheter cette dette avec une décote de 20, 30, 40, 50%, selon les cas, et qui, à la première rupture de covenant, de covenant bancaire, avait eu la possibilité de convertir cette dette en capital, de faire des dettes equity swap et de prendre le contrôle des boîtes de cette façon-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une boîte qui s'appelait Monnier, qui faisait de la toiture, que PAI a perdu exactement dans ces conditions-là. Et il y en a eu pas mal d'autres. Donc, moi, j'ai alerté Bercy sur ce sujet-là. Je leur ai dit, je sais qu'il y a des fonds anglo-saxons qui sont en train de déplucher toutes les sociétés qui ont de la dette rachetable pour refaire ce qu'ils ont fait en 2008-2009 avec pas mal de rendement pour elles. Alors, c'est peut-être un bon fonctionnement du marché, mais c'est quand même dommageable que des boîtes qui sont soutenues par l'État et par les fonds à travers les PGE et des renforcements de fonds propres, au dernier moment, passent sous contrôle étranger, et en particulier hors d'Europe, par ce biais-là. Et donc, l'État a durci, pas simplement sur notre impulsion, mais a durci, vous savez, pour les boîtes cotées, a durci les positions où l'accord de l'État doit être demandé. Au lieu que ce soit au-delà de 25%, c'est au-delà de 10% de montée au capital. Parce que dans une boîte cotée, ils ont considéré que dès 11%, on avait un contrôle de fait
pas de fait, mais un contrôle plus important sur la stratégie de la boîte. Hein. Ça, c'est la première chose. Et puis, ils ont augmenté les secteurs du décret Montebourg, en particulier à la biotech. Et là, c'est directement lié à Covid. Il n'y a pas encore une protection aussi forte que je l'espérais sur ces risques de dette equity swap. Donc, on y travaille toujours. Voilà sur cette première question. La deuxième sur la relocalisation, puis je parlerai de la levée de fonds prêts. Vous savez que la FFA, j'ai vu que vous avez, Florence Sussman vous a parlé il y a quelques temps, la FFA, la Fédération française d'assurance, a monté un fonds d'1,5 milliard, dont 40% est pour mettre en place des fonds santé en dette ou en equity. Et bon, c'est clairement lié au soutien des boîtes françaises et c'est à la fois des startups, des biotech, des boîtes de growth, déjà des scale-up et puis aussi des boîtes déjà plus matures. Bon, je pense que ces fonds santé auront vocation non seulement à faire émerger d'autres acteurs français et à les faire prospérer, mais aussi dans les capex qu'ils feront à relocaliser là où c'est relocalisable la fabrication de médicaments. Donc, je pense que ça jouera là-dessus. De la même façon, il y a un fonds aéronautique d'1 milliard qui est en train d'essayer d'être monté. Je pense que quand il y aura un soutien des sociétés, des PME, de sous-traitants de premier ou deuxième ou troisième rang par ce fonds, eh bien, et même chose pour le fonds automobile, je pense qu'il y aura une nécessité de prendre en considération la relocalisation, en tout cas en Europe, là où c'est possible. Ce ne sera pas massif, ce sera lent, ce sera peut-être marginal, mais il y a un certain nombre de stratégies qui seront influencées par ce désir de relocalisation, me semble-t-il. Pour ce qui est de la levée de fonds, bon, l'année dernière a été une année complètement historique, hein, c'est un plus haut depuis 20 ans. Hein. Donc, on sait très très bien qu'on ne va pas renouveler ça. Hein. On ne va pas lever 20 milliards en capital investissement en France l'année prochaine. Je pense que ça dépend de quelle sous-catégorie on parle. Si on parle des fonds de LBO classiques, je pense que ceux qui démarrent leur fundraising, ils ne devraient pas trop souffrir parce que la conséquence de la crise, les enseignements qui ont été tirés de la crise de 2000-2009, c'est que les meilleurs vintages, vous savez, on raisonne par millésime, par vintage, et les meilleurs vintages d'investissement, ben, c'était ceux des fonds qui ont été levés en 2010-2011 parce qu'ils ont pu investir pendant 5 ans sur des valorisations qui prenaient le plein impact de la crise, donc des valorisations qui étaient bien redescendues. Donc, beaucoup de LP, certains investisseurs institutionnels, savent que ce n'est pas idiot de surpondérer l'année qui suit une crise dans les commitments qu'ils prennent dans les fonds parce que les fonds investissent sur de meilleures bases. Donc, ça va être un frein à une baisse trop drastique des levées de fonds. Par contre, les fonds de venture, là, je pense, eux, vont souffrir un peu parce que d'abord, il y a eu une grosse inflation des valeurs sur les boîtes de venture comme partout, hein, mais encore plus peut-être dans le venture. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre il va y avoir pas mal de cases dans le venture, j'imagine. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui avaient pris des tickets dans des fonds de venture pour sans doute être beaucoup plus prudents pour les années à venir. Et puis, dernier point, il y avait eu pas mal de first-time funds dans le jargon, c'est de nouvelles équipes qui se montent sur de nouvelles stratégies, sans track record historique, donc c'est plus difficile à vendre. Et elles arrivaient quand même à le vendre s'il y avait une stratégie très pertinente, elles arrivaient à les vendre pas mal et à lever des fonds de 100, 150, 200 millions. Et moi, depuis 2 ans, j'ai peut-être vu 25 nouvelles équipes qui se lançaient. Et donc, la plupart arrivaient à lever. Bon, celle-là, quand vous repartez from scratch, sans track record, et dans une période où il va y avoir des arbitrages dans les décisions d'investissement des fonds, je pense que ces first-time funds, au lieu de mettre 1 an à lever, ils mettront 2 ans ou 3 ans où ils n'y arriveront pas. Voilà. Alors, merci Dominique. Donc, Jean Salmona, tu peux poser ta question. Bonjour Dominique. Bonjour Jean. La question que je veux te poser est relative à la stratégie d'investissement pour un fonds de private equity. Les boîtes cotées, à l'issue de la crise, on sait où elles en sont puisqu'on a le marché, on a la cotation et on sait à peu près quels étaient les fondamentaux, quels sont les fondamentaux. Pour les boîtes non cotées, qui ne font pas notamment de rapports trimestriels, qui ne sont pas évalués par le marché, on ne saura ce qu'il en est qu'une fois qu'on aura les comptes de l'année de l'exercice 2020. Spécialement pour les boîtes non cotées des secteurs très touchés comme l'aéronautique, par exemple. Il peut y avoir des opportunités d'investissement. Comment vois-tu la question? Déjà,
on a demandé à France Invest de faire un petit groupe de travail qui doit remettre ses conclusions la semaine prochaine sur, tu sais que dans notre métier, on fait des évaluations trimestrielles et faire des évaluations trimestrielles sur des multiples d'EBITDA de l'année 2019 et quel multiple tu prends parce que les comparables, ils ont dégueulé complètement, tu vois, et tu sais que ton EBITDA en 2020 il est en perte, c'est très difficile. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce groupe de travail propose à la profession des recommandations de valorisation pour les comptes au 30 juin, qui sont des comptes dans notre métier, qui sont des comptes semestriels, qui sont tamponnés par les commissaires aux comptes. Donc, c'est un vrai exercice. Celles de 30 septembre et de 31 mars sont moins importantes, puisqu'elles ont une valeur juste de reporting aux LPs, mais elles n'ont pas de valeur tamponnée par les commissaires aux comptes. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une refocalisation pour les opérations qui vont avoir lieu en 2020 sur les secteurs résilients. Moi, je pense que les opérations qui se feront en 2020, c'est celles dans les services informatiques, télétravail, éducation par télétravail, enfin par Internet, et puis tout ce qui est santé. Il y a eu une ou deux opérations qui se sont faites dans la santé dans les dernières semaines, qui sont faites d'évaluation qui étaient très proches de celles qu'on avait avant la crise. Donc, à mon sens, la grande partie des opérations qui surnageront en 2020 seront sur des secteurs pour montrer leur résilience dans cette crise-là. Et qu'il y aura peut-être des opérations de rachat dans les secteurs aéronautiques, automobiles, mais ce sera, à mon sens, des évaluations à casse et plus, à mon sens, plus du fait d'acteurs industriels que d'acteurs financiers qui auront, comme tu l'as dit, une très grande difficulté à valoriser ces secteurs-là parce que faire des prévisions de budget à la semaine, au mois ou à l'année en 2020, c'est un exercice qui, dans certains secteurs, est un exercice quasi impossible. Voilà. Donc, et nous, on a quand même besoin d'investir de l'argent sur la base de due diligence comptable, juridique, financière qui tiennent un peu la route. Donc, alors que les industriels peuvent se dire, à ce prix-là, je ne prends pas beaucoup de risques, je sais que la boîte, elle rebondira encore plus si elle est chez moi et que je sais très bien son positionnement. Et, voilà, donc l'industriel a des armes pour valoriser ces boîtes-là que des financiers n'auront pas. Je ne t'entends pas, Laurent. Je te pose les dernières questions et après, je te laisserai conclure pour qu'on respecte le timing. Alors, question, quelle est la part des fonds d'origine étrangère dans les 325 membres de France Invest en nombre de fonds et en montant investi? Donc, fonds d'origine étrangère dans les membres de France Invest. Deuxième question, groupe de questions, quelles conséquences de la pandémie sur la concurrence entre fonds d'investissement, consolidation, peut-être dans le secteur du private equity lié à cette crise? Et troisième question, est-ce que du fait de la baisse de la bourse et des impacts sur les marchés boursiers, il y a des changements attendus sur les sorties des fonds d'investissement dans leurs investissements? Et est-ce que pour toi, comment tu vois les perspectives de sortie pour notamment les gros investissements dans les entreprises? D'accord. Alors, la première question, le nombre de fonds étrangers France Invest, bon, c'est essentiellement des acteurs français. Sur les 325, je pense qu'il doit y en avoir 250 qui sont des fonds français. Ce qu'on accepte aussi comme membres, c'est des fonds étrangers qui ont un bureau à Paris, qui sont actifs sur le territoire français en termes d'investissement. Et donc ça doit rajouter dans la dette privée, dans l'infrastructure et dans le capital, peut-être, je dirais, une cinquantaine, une soixantaine d'acteurs additionnels. Vous voyez, l'année dernière, par exemple, j'ai fait admettre chez France Invest CDPQ, qui est le fonds de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est un très gros acteur, qui investit maintenant en direct. Ils ont un bureau à Paris. Et donc, j'étais ravi de les accueillir au nom de France Invest. Mais peut-être de façon plus intéressante, ce qui montre bien l'amélioration d'image de la France en termes d'image économique vis-à-vis de l'extérieur depuis l'arrivée de Macron, c'est que pour la première fois cette année, sur les 20 milliards qui ont été levés en capital investissement, je ne parle pas de dette privée d'infrastructure, là, sur les 20 milliards neufs de capital investissement levés, il y en a plus de 50% maintenant qui provient hors de France. Ça provient des fonds souverains. Il y a des fonds souverains qui sont devenus des gros acteurs chez nous. Ça provient des fonds de pension, évidemment de Californie, mais aussi du Québec. Il y en a beaucoup du Canada. Et puis maintenant, du Chili, de Colombie, du Pérou, de Corée, de Malaisie, d'Indonésie. Voilà. Et tout ça, c'est lié à l'apparition d'acteurs
plus important en France, donc une capacité à lever cet argent à l'autre bout de la planète, à l'effet de marque dont je parlais pour Ardian ou pour d'autres, hein, ça c'est sûr. Mais c'est aussi lié au fait qu'il est bien perçu par ces investisseurs internationaux, cette capacité enfin de réforme de la France en termes fiscal, en termes des droits du travail, qui plaide pour nous et dont on n'a pas vu l'impact négatif du fait des gilets jaunes ou des grèves de cette année encore. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un facteur positif et il faut tout faire pour continuer à garder cette bonne image vis-à-vis des fonds étrangers qui alimentent nos propres fonds à nous. Est-ce qu'il y aura de la consolidation dans le pays? Oui, mais pas forcément lié à la crise. Bon, certains fonds auront des résultats tellement catastrophiques sur tel ou tel millésime qu'ils auront toutes les peines du monde à relever le fonds de génération suivante. Donc ceux-là, ils seront obligés de s'adosser ou de disparaître. Mais historiquement, c'est assez faible en nombre. Par contre, et nous, on l'a favorisé, hein, un certain nombre d'acteurs monostratégiques qui sont que dans le venture, que dans l'infrastructure, que dans le LBO, commencent à bien percevoir depuis 5-6 ans les bénéfices qu'il y a à être multistratégie. Je vous l'ai dit en préambule, hein, Ardian, d'être multistratégie, ça permet de lever l'argent beaucoup plus facilement, d'aller voir des clients au lieu d'avoir une fois tous les 5 ans pour le nouveau fonds, d'aller voir 5 fois par an. Donc, il y a une intimité client, une connaissance client beaucoup plus forte, on connaît ses besoins, etc. Et puis surtout, en termes humains, eh bien, ça permet aussi de faire des passerelles. Quelqu'un qui travaille 30 ans de sa vie à faire du LBO, au bout d'un moment, il peut en avoir marre. Et donc, lui dire, bah, tiens, maintenant, si tu veux, tu peux faire l'infrastructure ou du co-investissement ou du venture. Eh bien, ça donne une respiration à la carrière qui est assez bienvenue pour garder comme ça des équipes qui peuvent vieillir et se scléroser si elles sont sur une seule stratégie. Voilà. Mais ça impose, à contrario, que s'il y a un client qui est actionnaire dans plusieurs des stratégies, il faut que toutes les stratégies soient bonnes. Parce que si une des stratégies est très mauvaise en termes de résultats, par effet ricochet, ça peut plomber cette capacité de lever de l'argent, même sur des stratégies bonnes. Donc, d'être multistratégie, ça impose d'être bon partout. Voilà. Et puis, dernière question sur les changements de sortie. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de process de cession qui étaient engagés, qui sont arrêtés net. D'abord parce que certains des boîtes industrielles, elles avaient des sous-traitants chinois, ça c'était février, mars, qui ne livraient plus. Hein, donc, difficile de faire son EBITDA, de faire son EBITDA, c'est des ruptures des chaînes d'approvisionnement. Et puis après, quand le confinement est arrivé en France, l'arrêt d'activité et, comme le disait Jean Salmona, le fait qu'on n'ait plus d'indicateurs crédibles sur la rentabilité, nous, on valorise toutes les boîtes sur un multiple de l'EBITDA. Hein, et donc, s'il n'y a plus de base de référence de l'EBITDA, c'est impossible, la boîte est impossible à vendre. Sauf celles qui ont montré leur résistance, parce que ce sont des business models solides et permanents, dont la santé dont on parlait tout à l'heure. Donc, il va y avoir beaucoup moins de sorties en 2020, ça c'est sûr. En termes de nombre d'opérations, ça va être massif. Moi, je pense qu'il faudra bien un an et demi avant de retrouver un étiage de nombre de transactions correspondant à celui qu'on a vu en 2019. Hein. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, pour ce fonds de 6 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, je pense qu'il y aura des gérants qui seront intéressés à gérer cet argent pour mettre des OC dans toutes ces nouvelles boîtes. C'est que de toute façon, ils auront moins de boulot pour, une fois qu'ils ont aidé les boîtes de leur portefeuille à survivre, eh bien, comme ils auront moins de nouvelles opérations à faire, ni à vendre, ni à acheter, eh bien, ils auront le temps de faire de nouveaux investissements dans le cadre de ces mandats. Voilà un petit peu les réponses que je pouvais donner à ces 3 questions. Alors, si tu m'as demandé de conclure, je pense que quand j'ai pris la présidence de France Invest, j'étais très content. Je pense qu'après 30 ans de bons et loyaux services dans l'industrie, j'étais content de pouvoir contribuer à l'amélioration de l'écosystème, parce que je trouve que le capital investissement français, c'est un élément moteur de l'amélioration de notre écosystème. C'est pour moi le meilleur moyen pour rattraper entre un nombre de TI. Je savais qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait autant de TI en France et en Allemagne. Aujourd'hui, il y a 12 800 ETI en Allemagne et il y en a 5 400 en France. Et donc, les sociétés qui bénéficient de plusieurs actionnaires financiers qui se succèdent, qui sont des accélérateurs de croissance,
c'est des sociétés qui passent plus rapidement de PME à ETI, à ETI international, et il y a une vraie valeur avec un management qui est actionnaire significatif. Donc, ça ne peut être que positif. Donc, pour revenir à mon introduction de cette conclusion, je ne pensais pas être soumis à cette période de crise, mais je me dis que finalement, une association comme France Invest, c'est dans ces périodes-là qu'elle trouve vraiment son utilité et ses lettres de noblesse. Et donc, je suis vraiment ravi d'y passer tout mon temps et de contribuer à faire que toutes les boîtes qu'on aide, et si on peut en aider plus, eh bien, on jouera vraiment notre rôle, et j'en serai vraiment très heureux et très fier. Voilà ce que je voulais vous dire, en espérant ne pas avoir été trop long. Merci Dominique, c'était passionnant, merci beaucoup, on a appris beaucoup de choses. Et donc, alors, nos prochains webinaires, ça sera donc mardi à 18 h sur l'énergie, la place de l'énergie dans les plans de relance. Donc, on aura des experts qui nous parleront notamment du nucléaire et des renouvelables dans le plan de relance. Vendredi, on aura Isabelle Méjean, qui est professeure à l'IX et meilleure économiste 2020, qui nous parlera de l'impact de la crise sur les chaînes de valeur. Ça, c'est vendredi 9 h. Et jeudi 18h30, je présenterai un webinaire sur des premières idées pour un plan de relance post-crise Covid, et ça lancera un groupe de travail de X sur ce thème. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore Dominique pour ton intervention. Merci.